Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans le webinaire de l'addiction aux écrans chez les jeunes sportifs. On va avoir tout un tas de discussions avec des intervenants de qualité pour animer donc cette table ronde. On aura bien évidemment l'intervention du CNOSF et également un représentant du ministère des Sports. Je passe tout de suite la parole à Jean-Pierre Mougin, président du comité du Fair Play. Merci Karine, vraiment très heureux d'ouvrir aujourd'hui ce webinaire sur un sujet de plus en plus sensible, à savoir l'addiction aux écrans chez les jeunes sportifs et surtout les réponses à apporter à cette situation. L'idée de ce webinaire était venue à l'occasion d'un forum que nous avons organisé justement en 2022 sur la cyberviolence chez les jeunes sportifs et qui avait mis clairement en évidence la part de plus en plus grande prise par les réseaux sociaux avec des dérives malheureusement parfois très graves, avait justement mis en évidence qu'ils consacraient en moyenne, les jeunes sportifs, 2 heures par jour sur les écrans. Les réseaux sociaux, et 15% d'entre eux, ils consacraient même plus de 4 heures par jour. 80% utilisent les réseaux sociaux après 19 heures et 20% après 22 heures. On voit bien tout de suite l'impact potentiel sur le sommeil, mais sur la santé en général et même sur les performances sportives s'agissant de jeunes sportifs. Et quand 25% de ces mêmes jeunes nous disent qu'ils connaissent quelqu'un qui est victime ou qui a été victime de cyberviolence et de cyberharcèlement, eh bien, on se dit qu'il y a un véritable danger et que nous devons aussi prendre en compte l'impact psychologique de cette addiction aux écrans. On peut dire finalement que cette addiction aux écrans et aux réseaux sociaux agit comme un peu comme une drogue dont il est très difficile de se passer. L'objectif de ce webinaire est donc bien d'identifier toutes les pistes qui peuvent permettre de remédier, je dirais, durablement à cette situation. Véronique Morera, vous êtes vice-présidente du CNOSF en charge de l'éducation. C'est à vous. Je dis que la sédentarité est due, entre autres, à l'addiction des écrans parce que on a pu constater quand même qu'il y a une augmentation de l'inactivité des enfants qui font que en quelques années, eh bien, les enfants ont perdu 40% de leur capacité cardiovasculaire, 17% des enfants sont en surpoids et 2/3 des 11-17 ans pratiquent moins d'1 heure d'activité physique par jour. Les solutions, parce que avec le CNOSF, eh bien, on est là pour se poser la question. Le CNOSF soutient la mise en place des 30 minutes d'activité physique quotidienne dans les écoles, soutient les 2 heures de sport au collège qui sont menées à titre expérimental dans les collèges pour prolonger la journée par de l'activité physique et sportive. Et donc, dans les solutions, donc je l'ai dit, donc augmenter la pratique de la maternelle à l'université, donc en proposant à l'université qu'il y ait de l'EPS qui soit repositionné dans les cursus de formation universitaire, donc de l'EPS qui soit obligatoire. Et bien évidemment, comme on est CNOSF, on croit au fait que le sport et l'olympisme vont être vecteurs et outils d'apprentissage aussi pour les jeunes. Et puis, on travaille beaucoup sur les passerelles entre école et club, pour justement favoriser la continuité sportive de l'enfant et le parcours sportif de l'enfant tout au long de la journée. Et bien évidemment, le pass sport qu'on soutient pour aussi pérenniser cette capacité à aller vers le club. Peut-être juste dire que cette problématique est quand même bien complexe, parce qu'il ne s'agit pas non plus de diaboliser la gamification. Voilà, on s'adresse à des jeunes, c'est la nouvelle génération. Ils sont nés avec les écrans. La gamification, si on le prend de son aspect ludique, peut être un levier aussi et un moteur de motivation pour la pratique. C'est pour ça que cette problématique est primordiale et qu'elle est très peu traitée. Alors, vous l'avez très justement dit, hein, bien évidemment, l'hyperconnexion avec en lien une perte des capacités physiques, mais également des fonctions cognitives. On va le voir, et aussi toutes les dérives, hein, parce que les jeunes sportifs sont également touchés par l'addiction aux écrans. Et là, on va parler aussi de cyberviolence, etc. Je vais laisser la parole à Laurent Bonvalet, la personne en charge du ministère des Sports. Vous êtes chargé de mission éthique du sport et prévention des violences et déploiement au niveau territorial. C'est à vous, Monsieur Bonvalet. Je crois qu'avant de parler d'addiction et des écrans, il faut d'abord le définir et notamment montrer aussi l'effet positif du monde sportif qui est un monde aujourd'hui hyper connecté. Hein. Ce n'est pas que chez les jeunes, mais c'est aussi un outil de travail. C'est aussi un bienfait. Aujourd'hui, on a un accès plus important à l'information.
Donc le monde du sport a une hyperconnexion qui peut être très positive. En revanche, et le terme d'addiction est bien celui-ci, de dérive, de pratiques abusives et déviantes, c'est aussi un espace où effectivement les jeunes en particulier sont les plus vulnérables et sont davantage exposés. C'est la raison pour laquelle, dès le lancement de la stratégie ministérielle de lutte contre les violences dans le sport, la question des écrans et de l'usage des réseaux sociaux et de l'éducation au numérique est une partie intégrante du plan de prévention de lutte et de lutte contre les violences dans le sport. On a développé des partenariats sur l'éducation au numérique, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Et enfin, alerter aussi sur les dangers de l'exposition des jeunes à un espace qui a un manque de régulation aussi. Voilà, première chose. Deuxième chose, la question d'Internet. Là, on touche un espace, je dirais, sociétal à part entière. Comment aujourd'hui nos jeunes, dans leur pratique quotidienne, intègrent du coup l'usage d'Internet et ce référentiel imposé par un monde dérégulé et un monde violent qui est la pornographie et qui fausse le rapport aussi entre individus et le rapport à leur propre sexualité. Le monde virtuel est éminemment corporel parce que ça touche aussi le rapport à soi-même, à son image. Le monde sportif est éminemment corporel et l'image du sportif sur lui-même est très très importante. Aujourd'hui, elle est indissociable de l'image qu'il a sur les réseaux sociaux aussi. La communauté des followers, la communauté des sponsors va regarder aussi ce qu'il publie sur les réseaux sociaux, ce que sa fédération va publier sur lui ou son club, etc. Et enfin, c'est que le corps aujourd'hui du sportif est aujourd'hui un objet de communication. Peut-être juste terminer par le réglosport, qui est un outil, qui est une petite réglette, un thermomètre qui permet aux sportifs et à la sportive de mesurer son bien-être dans le sport. Et notamment, dès le orange, est précisée la question de la pression qui est de plus en plus lourde par les réseaux sociaux. Je terminerai mon intervention où une maman m'a interpellé. Le témoignage était que finalement, poussé par ses sponsors, son fils était décédé pour avoir fait une figure mortelle. Donc voilà, on parle aussi de ça dans le monde du sport et c'est pourquoi c'est important de faire de l'éducation au numérique, de l'éducation à la vie affective et sexuelle et de l'éducation à la santé. Merci Monsieur Bonvalet. Alors ce soir, je vais donc présenter nos différents intervenants. Alors nous aurons le professeur Amine Benyamina, Amine Benyamina, président d'Addicted et président de la Fédération française d'addictologie. Nous aurons également le docteur Charles Mercier-Guyon, qui est aujourd'hui médecin fédéral national de l'UNSS. On aura également au sein de cette table ronde Philippe Cohen, qui est président fondateur de Respect Zone, et puis Serge Tisseron, qui est psychiatre et docteur en psychologie HDR et créateur des balises 36912. Et on va enchaîner tout de suite par le professeur Amine Benyamina. On en parle, les addictions, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement l'addiction, la conduite addictive? Est-ce que vous pouvez nous apporter un éclirage là-dessus? Alors, c'est vrai qu'il y a un petit problème avec cette notion d'addiction parce que on oublie qu'il s'agit d'une souffrance, d'une pathologie qui est définie avec un cadre précis et qu'on a marketé finalement la notion d'addiction. Un des éléments sur lequel il faut être insisté, c'est que l'addiction est une souffrance. C'est une pathologie qui entraîne des dommages, des conséquences sur la personne physique. Si je prends l'exemple par exemple de l'alcool ou des drogues, on le sait, on voit parfaitement du tabac, que tout le monde connaît. Des souffrances sur la personne psychologique. Assez souvent, pour ne pas dire de manière quasi systématique, les addictions sont associées à des pathologies psychologiques, psychiatriques, notamment l'anxiété, la dépression, mais pas que, on verra autre chose. Et puis, de la souffrance sur l'environnement, parce que les conséquences de l'addiction s'expriment et s'exercent, évidemment, d'abord et avant tout sur l'environnement familial, personnel, amical, mais aussi professionnel et social. L'addiction coûte cher. L'addiction coûte cher à la société. C'est un fardeau important. C'est des milliards d'euros, évidemment, à la fois sur la personne elle-même, mais aussi sur ce qu'elle aurait pu amener comme richesse pour la société. Et puis, la manière aussi avec laquelle on la soigne, et parce que c'est une véritable maladie. Souvent, on confond finalement la maladie avec un vice. Comment arrive-t-on à définir une personne qui consomme d'une personne qui devient finalement assuette à la consommation? Alors, il y a un élément central, c'est la perte du contrôle. Quand on perd le contrôle, autant devant une drogue que devant le comportement, malgré
des tentatives infructueuses de contrôler, on est probablement dans l'addiction. Quelle quantité définit l'addiction? Et ça, c'est un réflexe qui est faux. La définition simplement par la quantité et ce qu'on appelle l'apport produit n'est pas suffisant pour définir une addiction. Une addiction est finalement une écologie dans laquelle on a perdu la capacité de contrôle. Et deuxième élément, c'est la liberté de s'abstenir qui est également mise en jeu. Mais si on fait l'écart sur les addictions comportementales et sur les écrans, on a à la fois l'addiction au produit, c'est-à-dire le produit écran, mais aussi au contenu. Un certain nombre d'éléments qui nous aiguillent aussi sur la place aussi de la société sur les produits addictogènes. Merci Amine. On va enchaîner tout de suite avec le docteur Charles Mercier-Guyon. Vous êtes médecin fédéral national à l'UNSS. On voulait nous reparler des capacités de réserve. C'est à vous. Oui, je pense que nous sommes face à un nouveau phénomène que nous, adultes, n'arrivons pas vraiment à gérer. Tout le monde ne devient pas dépendant, mais la dépendance, c'est quand même la rencontre entre un besoin et une façon de le satisfaire qui peut être adaptée ou non. Sur le sport, en s'adressant à des joueurs de hockey jeunes, de classe à horaires aménagés, qui sont motivés, qui associent à la fois des bons résultats scolaires et des bons résultats sportifs, j'avais constaté effectivement avec un de leurs entraîneurs très motivés qu'ils avaient la connexion quasiment permanente. On s'est aperçu que, en leur demandant de se déconnecter les 3 heures qui précédaient un entraînement de hockey, eh bien, ils se trouvaient eux-mêmes rapidement mieux dans leur performance. Il y a un des tests, un des entraînements qu'on fait qui consiste tout simplement à poser des palets sur la glace en face du gardien qui est dans sa cage et à tirer tous les palets en mettant le maximum possible dans la cage. C'est un test qui est extrêmement simple et reproductible, idéal pour une étude expérimentale. Et quand on constate cela comme réflexion de leur part, c'est doublement intéressant. Eh bien, quand eux-mêmes nous disent « Ah ben, depuis, j'ai calmé la tablette avant les entraînements », on a déjà fait un grand pas en avant. Et j'en viens au deuxième point, la notion de capacité de réserve. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'alcoolisé, sous médicaments, sous cannabis, peut prendre la voiture et faire une dizaine de kilomètres avant d'avoir son accident? Quand quelqu'un va démarrer, il est capable de concentrer ses facultés résiduelles d'attention sur quelques tâches essentielles au détriment d'une gestion éventuelle d'événements imprévus. Et je prends un exemple très simple, la voiture. On va prendre la voiture, on n'a pas dormi, on est crevé, ou on a des tranquillisants, on est alcoolisé ou tout ce qu'on veut. On va être capable de garder la trajectoire à peu près, la vitesse à peu près, mais s'il y a quelque chose qui traverse, qui est imprévu, qui arrive devant, on a une absence totale de réaction. Et pourquoi est-ce qu'ils pouvaient tenir 10 minutes? C'est parce qu'ils étaient capables de mobiliser ce qu'on appelle cette capacité de réserve et qui montre qu'on peut mobiliser quelques ressources un moment. Donc, quand on voit qu'on n'a pas que l'hyperconnexion, on a un problème qui n'a pas été évoqué mais qui colle derrière pas loin, le manque de sommeil. Les jeunes ne dorment pas suffisamment pour la plupart. Je parle simplement de la perturbation du fonctionnement mental pour les apprentissages, la réalisation de tâches complexes. Quand on a bouffé une partie de ses réserves attentionnelles, les heures précédentes, ou même que c'est quasiment permanent, en rajoutant bien entendu également la problématique sommeil qui intervient. Merci monsieur Mercier-Guyon. On va enchaîner tout de suite avec Philippe Cohen. Vous êtes président fondateur de Respect Zone. On va parler de qu'est-ce que Respect Zone et au regard de tout ce qui vient d'être dit, en termes d'action de prévention et d'innovation, comment on pourrait finalement agir de façon un peu efficiente au regard de tout ce qui vient d'être dit? Sur les réseaux sociaux, avec les écrans, comment est-ce qu'on peut apprivoiser l'écran et non pas en faire un objet ennemi ou un objet de totem. C'est notre travail au sein de l'association que de trouver un mode de cohabitation entre l'enfant et les jeunes adultes et les parents et les entraîneurs, les encadrants et l'écran. L'addiction, si addiction forte il y a aujourd'hui, elle n'est rien par rapport à celle qu'elle pourra être dans un monde immersif, et c'est pour ça qu'on a voulu faire des préconisations sur comment est-ce qu'on rend le Web 3 qui arrive avec le métaverse
activé par de l'intelligence artificielle, respirable, humain et empreint de respect entre les usagers. Comment on peut faire concrètement de la sensibilisation au regard de tout ce qui vient d'être dit? Donc il y a effectivement la sensibilisation des jeunes licenciés dans les fédérations et dans les centres sportifs pour essayer de les éduquer et en tout cas de les sensibiliser avec des exercices toujours interactifs au danger des écrans, au-delà même de venir faire une formation ou de rappeler les numéros d'urgence, comme ça a été dit. On essaye aussi, puisque nous sommes dans le domaine sportif où la compétition est un point important, dans l'addiction et la compétition, il y a quand même des zones de similitude, c'est de pouvoir travailler sur la notion de gamification dans la sensibilisation. Vouloir imposer une règle, qui est la règle des adultes vis-à-vis du groupe des mineurs, ça fonctionne très mal, surtout lorsque l'on parle du monde numérique, qui est un monde par définition qui en appelle à la permissivité. Premier exemple de nos actions, c'est qu'on demande aux groupes de licenciés, de praticiens du sport, d'aller continuer la charte qui est déjà écrite en forme de squelette et de se l'approprier. C'est-à-dire dire, il y a des règles du jeu. Dans n'importe quel sport, n'importe quelle discipline, il y a des règles. Et lorsque l'on enfreint la charte du comportement respectueux numérique, c'est beaucoup plus facile d'aller expliquer aux jeunes sportifs pourquoi est-ce qu'il y a un sujet sur l'infraction vis-à-vis de la charte, puisqu'il l'a coécrite et qu'il l'a signée, y compris son entraîneur et ses parents également, puisque si on parle de mineurs, c'est important que les parents aient un rôle aussi. En fait, on fait les règles du jeu avec les jeunes sportifs, on les fait ensemble et comme ça, elles sont acceptables par la communauté sportive. Merci en tout cas Philippe Cohen. On va laisser la parole à Serge Tisseron. Serge Tisseron, vous êtes psychiatre, docteur en psychologie HDR, créateur des balises 3, 6, 9, 12. Comment on peut agir de façon aussi efficace en termes de prévention et tout en innovant. Et vous vouliez nous parler d'un programme qui est en cours avec l'éducation nationale. C'est à vous. Alors en effet, j'ai créé 2 associations, entre autres, 3, 6, 9, 12. Le nom a été évoqué, donc 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, savoir comment introduire les écrans dans la vie de l'enfant de la manière qui soit la plus structurante, la plus développementale, si vous me permettez le néologisme, la plus créative possible. Et puis donc une autre association que vous venez d'évoquer à l'instant, qui s'appelle Développer l'empathie par le jeu et 3 figures, et cette association-là, qui travaille notamment dans le cadre de l'éducation nationale, pour contribuer à un climat serein dans les classes et évidemment bien au-delà, aussi dans les cours de récréation. Et puis permettre que les enfants n'aient moins de pratiques évidemment de harcèlement et surtout soient mieux conscients des effets délétères du harcèlement. 2 distinctions très importantes. Tout d'abord, distinguer entre les usages excessifs problématiques et les usages excessifs non problématiques, non pathologiques. C'est pas parce qu'un enfant est beaucoup sur des outils numériques que c'est pathologique. Ça, c'est de l'initiative des parents. C'est-à-dire quand un enfant est trop sur les outils numériques, il ne faut pas se précipiter de prendre rendez-vous chez le docteur. Il faut d'abord essayer d'exercer sa responsabilité parentale et puis on voit comment les choses se passent. La question, c'est quelle est l'origine des mauvais usages et comment on peut réduire ces mauvais usages? Question très générale. Alors, on a dit, question de l'origine des mauvais usages, on a évoqué les fragilités personnelles, c'est évident, il y a probablement des facteurs génétiques, il y a des facteurs d'environnement, il y a des facteurs d'éducation parentale, mais il y a aussi quand même les algorithmes qui sont basés sur des procédés d'influence qui ont fait leur preuve dans les jeux de hasard et d'argent. Ça rejoint un problème éducatif. Et puis, la dernière chose, c'est on l'a pas du tout évoqué non plus, c'est le problème des activités alternatives. Alors l'éducation nationale, la première chose qu'elle devrait faire, c'est de rendre accessibles tous les terrains de sport le samedi, le dimanche et après l'école. C'est créer des alternatives, c'est essentiel. Tant qu'il n'y aura pas d'activité alternative, il n'y aura pas de solution aux accès d'écran. Voilà, donc j'en arrive maintenant en effet à quelques mots sur 3, 6, 9, 12 et le jeu des 3 figures. Alors 3, 6, 9, 12, alors en effet on fait
Et donc, on intervient beaucoup auprès des parents d'élèves, auprès des élèves, voilà, pour leur montrer, notamment, puisque je centre sur cette question-là, les pièges du numérique, voilà. Et donc, du coup, c'est très important de sensibiliser les enfants au fait que la communication numérique, et c'est une machine à fabriquer des quiproquos. Aucune étude n'a jamais montré l'efficacité des campagnes d'information. Une campagne d'information qui porte sur des effets non mesurables, c'est très difficile. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut vraiment impliquer le corps. Quand on implique le corps, que les apprentissages se font. Parce qu'on a deux registres de fonctionnement, nous autres êtres humains. On a un registre de fonctionnement qui concerne les représentations. Et on a un registre de fonctionnement qui concerne les comportements. On peut modifier les représentations de quelqu'un sans qu'il change ses comportements. Et pour changer les comportements, eh ben, il faut prendre des habitudes comportementales. Et c'est le but du jeu des trois figures, de développer ces habitudes comportementales, qui est centré sur les figures donc de l'agresseur, de la victime et du tiers, le tiers pouvant être redresseur de tort, sauveteur ou simple témoin. Et donc on a montré que cette activité permet aux enfants de développer des réflexes qui leur permettent de s'opposer aux agressions qu'ils subissent. C'est-à-dire, on leur apprend à dire pratiquement, ben, tu n'as pas le droit de me faire ça, je me plaindrai, arrête de m'embêter. Ces réflexes que beaucoup d'enfants n'ont pas. C'est des réflexes de protestation. Et il a été montré que lorsqu'on est capable de protester contre son agresseur, on est beaucoup plus capable de porter ensuite sa protestation auprès d'un tiers. Donc c'est une activité aujourd'hui qui est très prisée par l'éducation nationale. On intervient dans le cadre du programme phare notamment, pour réduire les comportements de harcèlement et pour développer de façon plus générale un climat serein dans les classes et au-delà, puisque notre volonté, c'est évidemment de permettre aux enfants d'acquérir des réflexes. Ensuite, ils auront à utiliser toute leur vie pour lutter contre des réflexes, lutter contre des situations de harcèlement, qu'ils soient d'ailleurs victimes ou témoins. Merci Serge Tisseron. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore.